Monsieur Le Gall, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans votre magasin d'antiquités à Albi. Vous êtes spécialiste en instruments de musique. Comment devient-on expert en instruments de musique? Pour ma part, je suis devenu expert en instruments de musique suite à une rencontre avec un autre expert en instruments de musique. Et j'ai trouvé que sa démarche était intéressante. En tout cas, il y avait un degré d'exigence particulier. Et la démarche me convenait très bien. Vous êtes musicien vous-même? Oui. D'accord. Quelle a été la première pièce que vous avez achetée en vous disant « je vais la revendre » ? Eh bien, en fait, je crois que toutes les pièces que j'achète, quand je les achète, je me dis que je ne vais pas les revendre. Et la démarche arrive après. Je fonctionne beaucoup en fait à l'émotionnel et au coup de cœur. Donc l'achat pour moi voilà, est lié à une émotion, à un intérêt particulier. Je n'y pense pas que je vais la revendre. Voilà. Bon, bien sûr, c'est quelque chose qu'on pense forcément, puisque ça fait partie du travail. Ça arrive après, c'est secondaire. Vous avez voulu nous présenter quelques pièces pour illustrer votre manière de faire votre métier. Quelles sont-elles ? Alors, je vais vous parler d'une guitare et d'une clarinette qui est ici. Voilà, et de cette guitare. Alors, j'ai choisi cette guitare déjà pour une raison importante, c'est que c'est un instrument qui a une importance sociologique énorme. Depuis Louis XIV, qui était guitariste, jusqu'à Jimi Hendrix, la guitare n'a cessé en fait d'être jouée et d'évoluer dans sa forme et de s'adapter à l'ère du temps. Donc cette guitare, je l'ai trouvée il y a quelques temps et j'étais très content puisque je l'ai trouvée dans sa boîte d'origine. Et ce qui fait que l'instrument a été remarquablement bien conservé. Donc c'est une boîte en bois, telle que celle qu'on les fabriquait déjà au XVIIIe et au XIXe siècle. Donc l'ouverture de la boîte est toujours une émotion, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans. Et quand j'ai ouvert la boîte, j'étais content de voir cette belle guitare romantique, qu'on appelle guitare romantique. Et elle était munie de ses cordes d'origine que j'ai précieusement gardées, qui sont ici, dont je vous parlerai dans un petit moment. Voilà, cette guitare m'a beaucoup plu déjà par son état. Elle est en très bon état. C'est-à-dire que telle que vous la voyez, je ne l'ai pas du tout restaurée. La guitare n'a pas été restaurée, elle n'est pas passée par un luthier. La seule chose qu'il y a eu à lui faire a été de changer les cordes. Des cordes qui sont aujourd'hui fabriquées pour des instruments historiques. Voilà. Et j'ai été agréablement surpris par sa sonorité. Ensuite, cet instrument, j'ai regardé forcément ses bois, la manière dont il était fabriqué. J'ai eu une idée relativement précise de son origine et de sa datation. Et ensuite, j'ai regardé son étiquette et j'ai découvert une étiquette d'Aldrich, qui était luthier à Paris, avec une date manuscrite 1823. Et là, j'ai été plus étonné, puisqu'il y a un certain nombre de points qui me font penser que Aldrich n'a pas pu fabriquer cette guitare. Ou n'a pas fabriqué cette guitare, plutôt. Alors, cette guitare, au niveau de la période, ça colle complètement. Hein. Il faut savoir que donc, la guitare était munie de 10 cordes, donc 5 fois 2 cordes, 5 qu'on appelle 2 cordes, on appelle ça un chœur, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et que la démocratisation de la guitare à 6 cordes voilà, a démarré à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. La différence avec les guitares du XVIIIe, si ce n'est le nombre de cordes, est aussi les bois utilisés. Et un certain nombre de détails, comme l'emplacement du chevalet sur la table, la manière dont sont attachées les cordes sur le cordier. Voilà, tout cet instrument correspond complètement à une guitare qui a été fabriquée vers 1820. Les tables n'étaient pas vernies à cette époque. Un chevalet un petit peu dans le goût parisien, à moustache, avec quelque chose de droit, des chevilles qui traversent à la fois le chevalet et la table. Et un fond et des éclisses en citronnier, fond plaqué sur épicéa. Cette guitare a une construction intérieure avec des barrages typiques de cette période. Donc 3 barrages dans le fond, ici, et ici 4 barrages, 2 ici, 1 là et 1 ici en travers.
Les bois utilisés pour la fabrication des contre-éclisses, des tasseaux, révèlent clairement une fabrication de Mirecourt, qui était une ville des Vosges, dont je vais vous parler, ainsi que la nature du bois de la tête. Voilà, c'est une belle guitare. Mirecourt était un centre de production d'instruments important depuis le XVIIIe siècle. On y a fabriqué beaucoup de guitares, de violons, et dans la seconde moitié du XIXe siècle, beaucoup d'autres sortes d'instruments quand les grandes manufactures se sont mises à produire pour un grand nombre de musiciens. Mirecourt avait des liens avec Paris, la ville de Paris, qui était très importante, puisque de nombreux luthiers parisiens étaient originaires de Mirecourt. Et quand ils s'étaient installés à Paris, avaient gardé des liens avec la ville de Mirecourt, des liens professionnels de Mirecourt importants. C'est la raison pour laquelle je pense que cette guitare, en fait, a été choisie par Aldrich. Aldrich fabriquait des violons. C'est un luthier connu et il devait proposer aussi d'autres instruments de musique. Donc, à un moment, il a acheté cette guitare et il l'a revendue dans son magasin. Alors, évidemment, j'ai cherché des marques à l'intérieur avec un endoscope et je n'en ai pas trouvé. Cependant, j'ai une idée sur le luthier qui a pu fabriquer cette guitare donc, à cette époque-là. Voilà. En 1823, il y a Lacotte et Pons, Lacotte qui est installé à Paris, élève de Pons, et la guitare est dans l'esprit des guitares de Lacotte au niveau de son dessin, de la pose de ses filets. Voilà, on est d'une époque où la touche n'est pas encore rapportée sur la table, ça arrivera plus tard, vers 1840, 35-40. Plaqué d'ébène, l'ébène étant un matériau qui était rare. À Mirecourt, il y avait une production d'instruments plus bon marché qui était importante. On faisait des économies sur beaucoup de choses. On pouvait trouver des guitares avec des manches peints en bois à l'imitation de l'ébène pour éviter le prix de l'ébène. Et des bois aussi indigènes comme l'érable qui était très utilisé. Là, dans cette guitare, il y avait un souci particulier de faire une belle guitare. L'usage du citronnier déjà est pas courant. Souvent, les guitares sont avec un fond plaqué de palissandre ou d'acajou. Donc voilà, une belle guitare de Mirecourt. Vous avez dit tout à l'heure que c'était une guitare de style romantique. Oui. Qu'est-ce qu'une guitare de style romantique? Alors, le romantisme est un mouvement culturel du XIXe siècle, comme chacun sait, et la guitare appartient aussi à ce mouvement et à cette époque. Elle était jouée dans des salons, mise à l'honneur aussi par des personnes qui ont une aura importante dans le romantisme. Évidemment, je pense à Berlioz. On connaît une guitare qui porte sa signature, qui est conservée au Musée de la musique de Paris, ainsi que signée par Paganini aussi, une guitare qui avait été fabriquée par un luthier de Mirecourt d'ailleurs, dont on connaît très peu d'instruments. Donc voilà, elle est... Voilà, dans le langage commun, cette guitare-là s'appelle une guitare romantique par sa forme, etc. Après 1850, dans la seconde moitié du XIXe siècle, et surtout vers la fin du XIXe siècle, la guitare va avoir un patron un petit peu plus large, grâce aux innovations faites par Torres en Espagne. Et voilà, on connaît, je ne sais pas si on la voit par exemple, cette guitare-là est plus sur un patron moderne, de type Torres, plus large, plus de son pour jouer dans des salles plus grandes. Voilà, tout à l'heure je vous parlais des cordes. Les cordes ont une importance primordiale dans l'évolution des instruments. En fait, elles étaient jusqu'au XVIIIe siècle, vers la fin du XVIIIe siècle, elles étaient toujours en boyau. Ce qui fait que pour avoir des sons très graves, il fallait que les cordes soient très longues. Ce qu'on peut voir sur un instrument comme celui-ci, donc ce colachon qui avait des cordes très longues, tout simplement pour faire des cordes graves, ou des cordes théorbées sur certains instruments. À partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a un Italien qui s'appelle Savarese, qui vient s'installer en France, à Lyon d'abord et ensuite à Paris, qui met au point des cordes dont l'intérieur est en soie et qui sont filées d'argent. Voilà un très bel exemplaire, si on peut dire. En tout cas dans le jus, et la guitare conservait ses cordes d'origine.
Voilà, ça c'est un petit détail qui fait plaisir. Et pour les aigus, des cordes en boyau. Voilà. Et donc la particularité de la pièce qui est derrière vous, c'est? Alors c'est un instrument qui s'appelle un colachone. C'est un instrument italien, plutôt du sud de l'Italie, qui a la particularité de faire des sons graves. C'est une basse. Alors cet instrument est à l'étude actuellement et je vais faire un test de dendrochronologie pour pouvoir dater le bois de la table. Donc la dendrochronologie est une science qui permet d'analyser en fait toutes les pores du bois. Donc chaque veine correspond à une année et la personne qui s'occupe de ça a toute une banque de données en fait qui lui permet de dater avec précision un bois. Voilà. Donc grâce à ce test de dendrochronologie, je pourrais dater la table avec précision de cet instrument. Organologiquement, il correspond à un instrument du XVIIe, XVIIIe siècle, mais il peut être aussi plus récent, vu qu'il y a eu une tradition de fabriquer des instruments comme ça qui a perduré au cours du XIXe siècle. Quel est le terme que vous avez employé? Organologie. L'organologie est la science de la fabrication des instruments de musique. Vous vouliez nous parler également de la clarinette qui est juste derrière vous? Oui, alors j'ai choisi aussi de vous présenter cet instrument parce qu'il est aussi en très bon état. Il faut savoir qu'évidemment, les instruments de musique sont des objets qui permettent de jouer de la musique. Donc on les touche, on s'en sert, on les fait tomber, on les cogne. Bon, les instruments s'abîment et donc c'est toujours agréable et quand même un peu rare de trouver des instruments qui sont en très bon état d'origine. Donc cette clarinette est en très bon état, sa marque est d'une grande lisibilité, ce qui n'est pas courant. Souvent les marques sont très usées, très effacées, à force de toucher les instruments, surtout sur les instruments avant. Voilà, elle a toutes ses clés évidemment qui sont d'origine, les tampons qui sont d'origine, il y en a un qui est un petit peu abîmé. Donc là j'ai fait le choix de ne pas présenter un instrument en état de jeu. Bon, on pourrait essayer d'en sortir des sons, je pense qu'on y arriverait. Après, elle ne serait pas en parfait état de jeu à cause de ces tampons qui sera à changer. D'un autre côté, si on change les tampons, l'instrument ne sera plus entièrement d'origine. Donc c'est un petit peu un choix à faire. En tout cas, pour ma part, j'ai décidé de le laisser comme ça. Les bagues, les collerettes sont en ivoire, qui est un matériau qui était très utilisé depuis le XVIIIe siècle pour beaucoup de choses, et aussi pour les bagues des instruments. Quelquefois, ils pouvaient être en corne pour des instruments d'une gamme inférieure, on va dire. Et souvent, malheureusement, ces bagues sont cassées, surtout celles du pavillon, puisque est amenée à prendre un choc. Donc la bague du pavillon aussi permettait aussi de protéger le bois. Là, la bague est en très bon état, pas du tout abîmée. Et donc voilà, c'est sympa. Alors, Gentelet à Paris, il y a un petit peu une histoire dans l'évolution de la clarinette depuis sa création. Donc, c'est un instrument relativement moderne, la clarinette. Ça a été inventé au début du XVIIIe siècle en Allemagne par un facteur qui s'appelait Denner. Et au départ, elle ne possédait que 2 clés, qui étaient des clés qui se trouvaient en haut de l'instrument ici. Et en fait, pour améliorer l'instrument et pour améliorer ce qu'on appelle des doigtés fourchus, on a créé des clés supplémentaires. À la fin du XVIIIe siècle, elle en possède 5, 6 même, suite à l'ajout de la 6e clé par Baumann. Et ensuite, elle va avoir un nombre de clés croissant, 8, 10, jusqu'à arriver à 13 clés. La 13 clés a été proposée par un musicien qui s'appelait Ivan Müller, et il avait confié la réalisation de cette clarinette au sieur Gentelet. Voilà. Donc ça, historiquement, ça correspond à une période précise. Alors là, Gentelet, à un moment, a cessé son activité pour cause naturelle, et l'entreprise a continué sous le nom de Gentelet Presto, sans rentrer trop dans les détails. Et cette clarinette date à peu près 1850. Donc c'était un bel instrument, un bel instrument de musicien d'orchestre qui lui permettait de jouer dans toutes les tonalités.
Voilà, un très joli buis, évidemment. Les clés aussi ont été inventées par ce fameux Müller. On appelle ça des clés en forme pelle à sel. Donc avec un système d'alésage autour du trou qui permet une obturation très, très précise. Donc voilà. Alors là, évidemment, en expertise, que ce soit la guitare ou la clarinette, quand on examine des instruments comme ça, on cherche à voir s'il n'y a pas eu des restaurations anciennes. Donc là, évidemment, on regarde bien si les collerettes sont bien les siennes. Donc là, c'est la patine qui va nous guider. Les instruments de la famille des clarinettes ou des flûtes ou des hautbois sont marqués sur tous les corps. Donc il faut bien regarder que tous les corps sont marqués. Bon, c'est du b à bas de l'expertise. Et regarder s'il n'y a pas de clés qui ont été refaites. Voilà. Ensuite, pas de fente. Voilà, c'est des choses qu'il faut signaler. Il faut savoir quand même que la finalité, enfin moi dans mon travail d'expert dans la vie de tous les jours, je suis amené régulièrement à rédiger des descriptifs pour des salles des ventes. Donc il faut que l'acheteur potentiel, il ait un descriptif précis de l'instrument qu'il s'apprête à acheter, surtout maintenant avec le développement de l'achat en live, qui se passe donc sur photo et sur descriptif, d'où l'importance du descriptif. Oui, et l'importance de la garantie de l'expert, j'imagine. Bien sûr. Est-ce que ce système de clés est le même que celui utilisé maintenant? Non, le système a continué à évoluer, notamment toujours pour améliorer la sonorité de certains doigtés, et on y a rajouté des anneaux mobiles. Des anneaux mobiles de type BUM, je vais vous en montrer un, ce sera facile à sortir. Voilà le système d'après cette clarinette, le système important d'après, et voilà ce type de système avec des anneaux mobiles. En fait, l'action sur un anneau permet de faire deux choses. Ça permet de boucher deux trous en même temps, avec une seule action. Et donc d'obtenir une sonorité plus juste pour chaque note. Voilà, c'est complexe. Ce système a été mis au point par Louis-Auguste Buffet en 1839. Cette clarinette date elle est 19e, bon voilà, avec l'étiquette de la salle des ventes. Vous avez parlé du fait de prendre la décision de refaire ou pas les tampons. J'imagine que cela a une incidence sur la sonorité. Quelle est l'importance de la sonorité dans les instruments anciens? Alors, c'est une question qui me fascine. Puisqu'en fait, quand on fait jouer un instrument ancien, on se rapproche de l'écoute d'un son qui est ancien, donc un son qui a 200 ans. Et ça, c'est pour 150 ou 200 ans, et ça, c'est fabuleux. Alors, la question des tampons, en fait, n'aurait pas tellement d'incidence sur le son, puisqu'en fait, c'est la colonne d'air qui se met en vibration. Les études acoustiques ont démontré que le matériau n'a finalement relativement peu d'influence sur le timbre. C'est la colonne d'air qui crée le timbre. Voilà. Bon, voilà, il y a d'autres paramètres, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi tranché, mais en gros, c'est comme ça. Je vais reprendre ce que vous venez de dire à l'instant. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette sonorité ancienne? D'écouter un son qui est aussi ancien. Par exemple, là, j'ai un petit sifflet en terre cuite de la culture Latolita, donc c'est moins 500 plus 500 après Jésus-Christ. Donc c'est un objet archéologique, hein. Donc un signal d'appel qu'on peut classer dans les instruments de musique. Donc quand je souffle dedans, il y a un son qui sort, et ce son, c'est le même son qu'il y a 1500 ans ou 2000 ans. Le fait de jouer d'un instrument ancien, le fait d'utiliser un sifflet ainsi, vous transporte dans une histoire qui n'est pas la nôtre. En fait, chaque époque a son idéal sonore. Le son de cette guitare correspond au son d'une époque. La guitare électrique, par exemple, bon, pour faire un pendant tranché, la guitare électrique est l'instrument de son époque. C'est-à-dire que l'instrument a évolué pour répondre aux exigences et aux besoins d'une époque. Donc chaque instrument
chaque époque possède son identité musicale et sa culture. Pour les personnes intéressées par votre domaine et afin d'en savoir un petit peu plus, est-ce que vous auriez un musée à nous conseiller? Ah oui, bien sûr, beaucoup même. Nous avons la chance en Europe et dans le monde entier d'avoir des musées d'instruments de musique fabuleux. Donc bien sûr, il y a le musée de Paris qui est exceptionnel, qui conserve des instruments très rares, très intéressants. Le musée de Paris a été créé à partir d'un fonds d'instruments qui était conservé au musée du Conservatoire. Voilà, et à un moment, on a décidé donc de rendre cette collection publique. Mais le fonds est extrêmement intéressant. Il se trouve qu'à la fin du XVIIIe siècle, pendant la Terreur, il y avait les nobles qui, évidemment, beaucoup ont péri à l'échafaud, et aussi beaucoup qui se sont enfuis, voilà, pour échapper à leur sort prévu. Et donc il y avait des gens qui récupéraient leur mobilier et qui le vendaient ou qui le conservaient. Et en ce qui concerne les instruments de musique, nous avons la chance de posséder un inventaire qui s'appelle « Inventaire sous la Terreur », qui a été écrit par Bruni. Bruni étant la personne qui était chargée de gérer ces instruments de musique. Et donc dans cet inventaire, il y a tous les instruments qui ont été confisqués aux nobles. Et ces instruments donc ont été conservés. Alors certains ont été, malheureusement, bon, la petite histoire dit que certains ont été brûlés parce que il fallait se chauffer, ou d'autres qui ont disparu, bon, mais il en reste quand même beaucoup. Et en fait, ce fonds d'instruments est le fonds du musée du Conservatoire. Ensuite, il y a eu des apports successifs, notamment par Madame de Chambure, qui était une conservatrice de cette collection. Et voilà, des ajouts successifs qui en font un très très beau musée, bien sûr. Ensuite, le musée de Bruxelles est magnifique. À Nice aussi, il y a un très joli musée. Le musée de Barcelone a la particularité d'avoir des clavecins qui n'ont pas été modifiés. Donc c'est un instrument qui a souvent été modifié au niveau de sa tessiture. On appelle ça des petits, des grands ravalements. Au musée de Barcelone, il y a des instruments qui n'ont pas été modifiés. Alors ça, c'est tout à fait étonnant. L'Angleterre, tous les superlatifs n'en finiraient pas, tellement il y a de belles choses à y voir. Et puis évidemment aussi en Allemagne, enfin, en Italie, le musée de Rome. Voilà, j'ai eu la chance, avec la CNES, nous avions fait un stage fort intéressant à Naples il y a quelques années. Et nous avons réussi, grâce à ma ténacité, à visiter le petit musée du Conservatoire de Naples avec des collègues de la CNES, spécialisés en instruments. Et nous avions eu l'occasion d'admirer une petite harpe faite par Antonio Stradivari, par exemple. Voilà. Il y en a 3 ou 4 de connus. Bon, oui, les musées, voilà. Et aux États-Unis aussi, il y a de très très beaux musées. Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir expert? Vous auriez pu rester marchand, par exemple. Je pense que j'ai toujours eu un souci d'excellence, le mot est peut-être un peu fort, mais voilà, une certitude. Le paradoxe, c'est que ce sont des certitudes qu'on remet toujours en question, donc ce ne sont pas vraiment de certitudes. Mais ça, disons que cette voie-là me plaisait parce que je voulais comprendre. C'est-à-dire que tant que je ne comprenais pas quelque chose, je ne lâchais pas. Il fallait que j'en ai la conviction intime de la période, de l'endroit où ça avait été fabriqué. Voilà. Tant que je n'avais pas ce lien-là qui m'intéressait. Après, la CNES m'a permis de rencontrer des gens qui ont un type de fonctionnement identique, dans des spécialités différentes, ce qui est très enrichissant, puisqu'on s'aperçoit qu'en fait, au niveau de l'art, tout évolue en même temps. Et par exemple, là, cette très belle guitare qui a un fond citronnier, bon, ben, en 1823, on est sous la Restauration, hein, on est sous Louis XVIII,
Et déjà, il y a dans le mobilier une mode vers le bois clair. Donc voilà, c'est des choses qu'on retrouve dans tous les domaines. Je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous êtes musicien également. Oui. Vous avez commencé par quel instrument? J'ai commencé par la guitare. Et mon père, que je remercie, et ma mère, mes parents bien sûr, avaient acheté une guitare pour Noël à mon frère aîné, à mon frère Philippe. Voilà. C'est tout. Donc j'ai toujours eu un attachement particulier pour les instruments de musique bon marché, puisqu'en fait c'était une guitare qu'il avait achetée au supermarché pour Noël. Mes parents n'étaient pas musiciens. Et là, une inspiration, un ange gardien est passé, il a mis la guitare dans le caddie. Voilà. Et cette guitare est arrivée à la maison pour Noël. C'était un instrument très très bon marché, avec des cordes qui étaient 1 cm du manche, et qui était très difficile à jouer. Et mon frère s'est mis à jouer. Moi, j'étais plus jeune, j'avais 7 ans, à peu près 7-8 ans. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à jouer, ça m'a plu. On se prêtait la guitare, il me montrait les accords. Bon, voilà, c'est beaucoup d'émotions. Est-ce que vous voulez bien nous jouer un petit peu de cette romantique? Avec plaisir. Donc, en fait, ce qui est fabuleux dans les instruments, c'est qu'on peut avoir des instruments qui sont très prestigieux, des instruments très décorés. Bon. Au XVIIIe siècle, on disait qu'un instrument de musique doit aussi bien réjouir le cœur que les yeux. Et oui, je crois que la formule est juste. Et à côté de ça, il y a des instruments de musique très bon marché, voilà, qui ont permis à des générations d'apprendre à jouer, ce qui est mon cas. Donc là, ça ne se voit pas tellement, mais j'ai beaucoup d'instruments bon marché en fait. J'achète des guitares électriques des années 60, des choses qui étaient, voilà, des petites guitares de foire, des trucs qui n'ont pas vraiment un grand intérêt historique, mais qui ont permis à beaucoup de gens d'apprendre à jouer. Donc là, je vais vous jouer je vais essayer de vous jouer un morceau qui s'appelle Andantino, qui a été composé par Napoléon Coste. Napoléon Coste était un musicien très célèbre dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et voilà, il faut savoir que la guitare a connu une heure de gloire extrêmement importante vers 1820-1830 et un petit peu plus tard également, avant de tomber un petit peu en désuétude. Voilà, donc c'est juste pour vous faire écouter le son de la guitare, hein, et vous me pardonnerez pour les fausses notes.